Bienvenue à tous à ce débat, cette soirée organisée conjointement par le Cercle Colbert, qui est représenté par son président Jacques Vaudron, qui est à la table, et moi-même, par les anciens de Sciences Po Strasbourg, dont nous sommes tous sur cette rangée, sauf vous. Je suis parisien, je vous excusez. On est tous parisiens, vous avez pas l'importance. De naissance, de parents parisiens aussi. J'ai une échappée. Donc, les anciens de Sciences Po Strasbourg, dont nous sommes ici des représentants du bureau, l'antenne parisienne, et par le réseau du protocole sur lequel Emmanuel va dire un mot. Nous vous accueillons ici dans un des lieux où le Cercle Colbert organise certains de ces événements, qui a été construit par une célèbre courtisane du 19e siècle. Donc, la patine a un peu poli le clinquant de l'époque, mais c'est quand même un hôtel de courtisane. Vous voyez, ça c'était sa chambre à coucher avec le miroir, donc, au pied du lit. Voilà, donc Emmanuel, sur cette introduction qui tranchera un peu avec le contenu de la discussion de notre invité, Monsieur Lacpère de Cabane, sur la présidence française de l'Union européenne. Voilà, Emmanuel, merci de ton accueil, cher Henri. Je ne vais pas dire pas très long sur le réseau du protocole, hein, comme son nom l'indique. Il s'agit d'une association qui a une douzaine d'aides maintenant et qui a pour vocation de fédérer tous les professionnels du protocole en France et en Europe. Ce n'est pas un groupe de pression, hein, c'est une association qui a pour but essentiellement d'échanger les bonnes pratiques et d'organiser quotidiennement une entraide entre professionnels du protocole, dont les caractéristiques sont au moins de deux. Hein, et je pense que notre invité de ce soir sera d'accord, puisque nous nous sommes connus quand lui aussi travaillait dans le protocole. D'une part, un travail un peu seul, de manière isolée, dans l'ombre. Et deuxièmement, un travail aussi sous stress, parce que nos patrons, en tout cas dans la fonction publique, qu'elle soit d'État ou dans la territoriale, ce sont des politiques avec tout ce que ça peut impliquer. Voilà. Je ne dirai pas plus parce que ce n'est pas l'objet de la soirée. Par contre, je dirais juste quelques mots pour présenter notre conférencier de ce soir, Xavier Lacpère de Cabane, donc, qui est diplômé de Sciences Po Paris, où il a obtenu un master de service public. Xavier est diplomate, il a servi notamment en début de carrière à Chypre, à Djibouti ou encore à Brasilia, et nous nous sommes connus donc entre juillet 2010 et septembre 2013 quand il était directeur adjoint du protocole. Pour la petite histoire, le directeur adjoint du protocole, donc qui dépend du ministère des Affaires étrangères, en fait s'occupe du protocole du Premier ministre. À l'époque, c'était François Fillon, alors que le puis Jean-Marc Ayrault, alors que le chef du protocole, lui, s'occupe tout à fait du président de la République, et il a été plus récemment, à l'issue de ses fonctions protocolaires, nommé ambassadeur d'abord en Bulgarie entre 2013 et 2016, avant d'être nommé ambassadeur au Burkina Faso jusqu'en 2019, et actuellement il est toujours ambassadeur, secrétaire général de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui n'est non pas rattaché au ministère des Affaires étrangères, mais au service du Premier ministre. Et cela donc depuis septembre 2020. Donc, sans vouloir déflorer le sujet, chacun sait que chacun des 27 pays de l'Union européenne, à tour de rôle, est amené à présider le Conseil des ministres de l'Union européenne. C'est le cas de la France donc pour 6 mois à chaque fois. C'est le cas de la France depuis le 1er janvier dernier, sachant que le programme de travail n'est pas défini seulement par la France, mais à 3 et sur 18 mois, hein, puisque aujourd'hui la France travaille à ce niveau-là avec le pays d'État qui présidera le Conseil à partir de juin prochain, à savoir la République tchèque, et également avec la Suède qui présidera le Conseil de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2023. Évidemment, cette conférence n'a pas fait exprès, mais c'est comme ça, et la France plus largement n'a pas fait exprès, mais cette présidence française se déroule malheureusement, je dirais, dans un contexte européen et mondial inédit, avec la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine depuis le 24 février dernier. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Donc, bien entendu, l'objet de cette conférence est de dévoiler un peu, de lever le voile sur les coulisses, quelque part, plus organisationnelles que sur le fond. Vous comprenez qu'on a affaire à un diplomate, donc il ne va pas vous révéler quoi que ce soit de confidentiel, mais c'est quand même très très intéressant parce que
pour l'équidame que nous sommes, hein, ça reste assez largement une sorte de boisse noire. Hein. Voilà, la parole est à toi, Chabzel. Merci beaucoup, Manuel. Merci, monsieur. En effet, donc, la France assure depuis le mois de janvier la présidence française, la présidence du Conseil de l'Union européenne, présidence tournante qui dure 6 mois. Qu'est-ce que c'est qu'une présidence tournante? C'est la présidence de l'une des institutions de l'Union européenne, en l'occurrence le Conseil, qui est donc le Conseil des ministres. Depuis le traité de Lisbonne, le pays en présidence tournante n'assure, le traité de Lisbonne, pardon, qui a été adopté en 2008, sauf erreur, le pays en présidence n'assure plus la présidence du Conseil européen. Qu'est-ce que c'est que le Conseil européen? C'est uniquement le nom qu'on a donné à une institution qui n'existait pas au départ, qui a été créée à l'initiative du président Giscard d'Estaing en 1976, je crois, et qui est donc la rencontre des chefs d'État et de gouvernement de l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Au début, c'était une fois par président, ensuite c'est devenu un peu plus fréquent. Donc depuis le traité de Lisbonne, il a été décidé qu'il y aurait un président permanent, pour 2 ans et demi en tout cas, et cette fonction est assurée depuis 2019 par Charles Michel, qui est un ancien Premier ministre belge. Ce qui veut donc dire que le président de la République française ne préside pas ni l'Union européenne, puisque ça n'existe pas, la fonction de président de l'Union européenne, ni même le Conseil de l'Union européenne, puisque le Conseil de l'Union européenne n'existe pas dans une formation unique, ni même le Conseil européen, puisque c'est donc Charles Michel. Donc le Conseil de l'Union européenne, c'est en réalité 10 formations ministérielles, c'est-à-dire des formations de ministres, une dizaine de ministres, donc 27 à chaque fois, évidemment, tous les États membres de l'Union européenne, qui se réunissent à Bruxelles, parfois à Luxembourg, pour prendre des décisions qui aboutiront donc, in fine, à des textes européens qui seront des directives ou des règlements. Ces textes ayant été au préalable préparés et dont l'initiative revient à la Commission européenne et qui seront ensuite l'objet d'un vote au Parlement européen. L'idée étant que le Conseil et le Parlement doivent se mettre d'accord sur l'essentiel des textes avant qu'une directive ou un règlement puisse être définitivement un texte européen. Donc, pendant 6 mois, le Conseil des ministres est présidé par un État. Ces 10 formations sont donc agriculture, finances, affaires étrangères, affaires générales, transport, environnement, énergie, etc. Cette présidence donc impose à nos ministres de présider les réunions à Bruxelles ou à Luxembourg, donc de temps en temps, et d'arriver au fond à un consensus. Parce que même si, comme vous le savez sans doute, les textes européens prévoient que les textes soient adoptés à la majorité qualifiée, c'est-à-dire un certain nombre d'États avec chacun ayant une pondération de vote. Je n'assiste pas, je ne rentre pas dans les détails. En réalité, l'objectif est toujours d'arriver à un consensus. Mais qui dit consensus dit aussi négociation permanente. Et le pays qui assure la présidence a ce rôle-là, de faire émerger le consensus. Et quand on est en présidence, on est en réalité moins bien placé pour faire valoir ses propres intérêts que lorsqu'on n'est pas en présidence, où on peut être extrêmement vif sur tel ou tel texte, sur tel ou tel projet de texte, afin de défendre fortement ses intérêts, puisque quand on est en présidence, l'objectif est vraiment de faire avancer le calendrier législatif. Alors ce calendrier législatif, il est issu d'abord du programme de la Commission. Lorsque il y a des élections européennes, tous les 5 ans, donc la dernière fois en mai 2019, il y a une commission qui est ensuite, instituée en quelque sorte par le Parlement, enfin elle présente, voilà, chacun des commissaires vient se présenter devant le Parlement et la présidente en l'occurrence et les commissaires sont donc investis, voilà le terme que je cherchais, par le Parlement, et ensuite ils présentent un programme de travail et ce programme est valable en théorie pour la durée de la législature européenne, donc pour les 5 ans. Ce programme est donc bâti ensuite et travaillé par chacune des formations du Conseil en fonction de ses compétences, agriculture, environnement, etc. Chacune de ces formations du Conseil négocie sur la base des textes présentés par la Commission
pour arriver à un consensus qui ensuite donnera lieu, comme je disais tout à l'heure, à un vote au Parlement et ensuite un accord entre la Commission, le Conseil et le Parlement dans à l'issue d'une négociation qu'on appelle un trilogue. Donc chaque État en présidence arrive à un moment donné de la législature, nous arrivons au milieu, et donc avec un état de l'ensemble des négociations qu'il n'a pas choisi. Certains textes ont avancé, d'autres moins, d'autres n'ont pas commencé à être discutés. Et c'est là qu'intervient un tout petit peu la capacité pour un État membre qui assure la présidence d'influer sur le cours des choses, c'est d'insister sur la négociation de tel ou tel texte, ou au contraire, de la mettre un tout petit peu en arrière s'il estime que ses positions nationales seraient plutôt défensives, comme on dit, c'est-à-dire qu'il risque d'être mis en minorité, et comme il a intérêt à faire, comme son objectif, son but, son rôle est de faire émerger le consensus, et qu'il lui est plus difficile quand il est en présidence de faire valoir ses intérêts, il peut avoir intérêt à tactiquement laisser passer le texte pour la présidence suivante au moment où il sera redevenu un État normal. Donc il y a, de ce point de vue-là, du point de vue du travail législatif et du programme de travail législatif d'une présidence, une petite capacité à influencer, mais qui reste relativement faible, d'autant que, et Emmanuel le disait tout à l'heure, il a été décidé lors du traité de Lisbonne, ça existait un peu avant, mais là ça avait été franchement institué, d'établir ce qu'on appelle un trio de présidence. Et donc, nous sommes le premier membre du trio, les suivants seront donc les Tchèques et les Suédois. Ce programme du trio est censé justement répartir en quelque sorte dans l'ensemble du programme législatif qui est présenté, de repartir entre les différentes présidences les efforts à accomplir par chacune des présidences suivantes. De ce que je comprends, c'est un exercice assez formel, et peut-être même un peu vain. Mais ce ne serait pas le premier, ni le dernier, ni le seul, et donc ce n'est pas forcément très très grave. Ça peut donner en tout cas une petite ligne de conduite, une petite idée aux autres États membres sur qui seront les priorités, sur ce que seront les priorités de la présidence et des trois présidences pendant un donc cela étant posé, quel est le rôle d'un État en présidence? Donc à Bruxelles, les ministres président les sessions du Conseil, chacun dans leur domaine. Donc Mme Pompili dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, M. Le Maire dans le domaine dit ECOFIN, économie et finances, M. de Normandie dans le domaine de l'agriculture, etc. Deux ministres ne président rien. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères aujourd'hui, et du ministre des Armées, puisqu'il existe, là encore, un président qui est le haut représentant, vice-président de la Commission européenne, qui est cette fois M. Josep Borrell, espagnol de son État, qui donc assure la présidence de ce qu'on appelle les conseils Affaires étrangères, lesquels peuvent avoir différentes sous-formations, si je puis dire, un format Affaires étrangères, un format défense. Mais sinon, tous les autres ministres président les réunions et donc sont censés assurer le consensus dans ces réunions. Mais auparavant, avant ces réunions formelles, qui se passent donc à Bruxelles ou pour certaines, je crois que c'est au mois d'avril à Luxembourg, il y a tout un travail informel pour lequel la présidence, le pays en présidence, doit assurer l'organisation de réunions. Et ce rôle, donc, on le confie en général, celui d'organisation, en tout cas en France, mais j'ai vu ça dans d'autres États, on le confie en général à une structure soit ad hoc, soit qui existe déjà mais qu'on gonfle un petit peu. Donc on confie ce rôle d'organiser les réunions dites informelles. Et donc il m'a été demandé d'assurer ce rôle. Alors pour la petite histoire, on l'a demandé en décembre 2019, je revenais du Burkina Faso depuis quelques mois, et j'étais très heureux à l'inspection des affaires étrangères, et voilà, on me dit ce sera très bien, il faudrait que tu fasses ça. Alors, comme l'a dit Emmanuel, mon pédigré, j'ai commencé ma carrière en Bulgarie, j'étais ensuite à Chypre, à Djibouti, au Brésil, en Bulgarie de nouveau comme ambassadeur et ensuite au Burkina Faso. Donc, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas d'expérience communautaire. J'avais été en poste à Bruxelles et quand j'étais à Paris, je n'ai jamais été en poste à la direction de l'Union européenne, donc je n'ai pas de compétences communautaires.
Et d'ailleurs, c'est justement ce qu'on est venu chercher chez votre serviteur. Ce n'est pas du tout mon expérience et ma connaissance des dossiers, puisque je ne m'occupe pas des dossiers, mais en revanche, on est venu chercher le fait que j'avais travaillé au secrétariat général du gouvernement, qui est, pour ceux qui l'ignoraient, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, parce que c'est une structure méconnue, une petite structure située auprès du Premier ministre, une structure pérenne, qui se charge de l'organisation, de la coordination interministérielle et de l'ordre du jour du Conseil des ministres. Et puis parce que j'avais été, comme Emmanuel l'a dit, directeur adjoint du protocole, et que donc, en termes aussi bien d'interministérialité que de protocole, je n'étais pas complètement ignorant. En effet, le rôle du secrétaire général, donc on m'avait demandé initialement de prendre mes fonctions au mois d'avril, mars 2020, il ne nous a pas échappé que un petit confinement qui nous a donc un peu tout retardé. Donc le secrétaire général a été créé en septembre 2020, j'ai donc pris mes fonctions en septembre 2020. Ce secrétariat général a donc été créé par décret, et ce décret donc précise quelles sont les fonctions du secrétaire général. Donc le secrétariat général est donc situé d'abord auprès du Premier ministre, c'est donc une fonction interministérielle, comme je disais, je ne suis pas rattaché au ministère des Affaires étrangères, même si je reste diplomate, et d'ailleurs payé par le Quai d'Orsay, mais j'ai donc un rôle interministériel. Ce rôle, quel est-il? Il est en réalité d'aider, de coordonner la préparation de l'organisation des réunions qui auront lieu en France pendant la présidence française à la demande ou sur l'initiative des différents ministères. Donc il s'agit bien de coordonner la préparation de l'organisation. Parce que tous les ministères doivent ou peuvent, s'ils le souhaitent, organiser ce qu'il est convenu d'appeler donc des réunions ministérielles informelles, qui permettent aux ministres, avant les réunions bruxelloises ou luxembourgeoises, de se rencontrer de façon donc informelle pour discuter des sujets qui seront débattus de façon plus sérieuse et à Bruxelles, réunions bruxelloises au cours desquelles ils prendront vraiment des décisions, mais pour essayer, au fond, de faire avancer le consensus un peu plus vite. Ouais. Donc, ça, c'est le cœur de mon métier, c'est vraiment assurer la coordination de cette préparation. Pourquoi faut-il assurer la coordination de la préparation? Au fond, on va dire chaque ministère, voilà, on va vous donner un petit peu plus d'argent nécessaire, et puis vous faites votre réunion avec 26 homologues dans votre coin, et on s'en occupe pas. En réalité, il y a une raison, il y a plusieurs raisons. La première est que le programme de travail informel doit être évidemment parfaitement lié avec celui du programme de travail formel à Bruxelles. Les réunions que nous organisons, qui sont organisées en France, il serait absurde qu'elles aient lieu 3 jours après un conseil formel, ou même 3 jours avant, ça serait un peu trop court. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que certains ministères ont une vision, ou les ministères, de façon générale, ont nécessairement une vision très étroite, ou en tout cas limitée à leur champ d'action, alors que les réunions bruxelloises sont malgré tout des réunions sur des textes qui sont plus larges, qui couvrent souvent plusieurs champs ministériels. Quand on parle d'agriculture, on peut aussi parler de finances ou d'environnement, etc. Donc ça va concerner différents départements ministériels. Et puis, il y a aussi la nécessité d'afficher une sorte d'image de la France comme organisatrice d'événements et faiseuse de consensus. Et le consensus, il se fait aussi bien évidemment à Bruxelles lors des négociations formelles, mais il se fait aussi auparavant. Parce que, j'imagine que ça a dû vous arriver dans tous les métiers que vous pouvez exercer, les réunions formelles, c'est très bien, mais on sait tous aussi bien que ce qui se passe en dehors, avant, à côté, dans les couloirs, les cafés, etc., les déjeuners, les dîners, que sais-je, ça a une grande importance pour passer du lien, faire passer des messages, etc. Donc ces réunions informelles ont ce rôle-là, cet objectif-là, qui est de, au fond, faciliter
faciliter le débat. Et c'est d'autant plus nécessaire que nous sommes 27 à présent et que, évidemment, nos ministres ne se connaissent pas tous très très bien. D'abord parce que, fatalement, 27 États, ça veut dire 27 calendriers électoraux différents, donc avec des gouvernements qui changent un peu tout le temps, sans que les gens, sans que les ministres puissent avoir nécessairement le temps de se connaître. Puisque, voilà, ils peuvent être ministres pendant 3 mois, puis ensuite il y en a un autre qui arrive, et puis eux-mêmes ensuite partent 2 ans après. Bref. Donc là, il y a une nécessité de créer un lien malgré tout, un lien de confiance entre les États membres et entre les ministres des différents États membres. Et puis il y a aussi la volonté de faire avancer des sujets qui ne sont pas forcément à l'agenda, comme on dit, à l'ordre du jour législatif de la Commission, et donc du Parlement, et donc du Conseil, mais parce qu'il y a tel ou tel sujet qui intéresse notre pays, et on se dit, tiens, au fond, on va pousser tel sujet, donc on va créer, on va avoir une réunion ministérielle, on va faire une réunion ministérielle sur tel sujet. Et puis parfois, on fait aussi des réunions qui ne sont pas de niveau ministériel. Traditionnellement, les directeurs généraux d'à peu près toutes les administrations possibles et imaginables, et Dieu sait si nous en avons dans notre pays, se réunissent dans le pays en présidence. Donc, nous en aurons cette année, entre le 1er janvier et le 30 juin, 220 réunions de directeurs généraux où il y a également l'habitude que les groupes qui se réunissent à Bruxelles, c'est-à-dire des fonctionnaires venus des capitales et qui se réunissent à Bruxelles, enfin qui vivent à Bruxelles, qui travaillent à Bruxelles en permanence et qui sont les premiers négociateurs avant que tout cela n'arrive au niveau des ministres, eh bien tous ces gens-là, il est habituel, alors c'est des groupes très très spécialisés, il est habituel que ces gens-là viennent passer 2 jours de vacances, 2 jours de travail dans le pays qui assure la présidence. Donc c'est très traditionnel, c'est très habituel, et ça participe aussi de ce travail qui est d'assurer un lien, alliance, même si, comme ce sont des fonctionnaires de l'ensemble des États membres qui sont à Bruxelles et qui négocient entre eux tout le temps, a priori, ils se connaissent mieux que les ministres. Mais ça permet aussi de faire en sorte qu'on discute de sujets qui peuvent ne pas être encore montés au niveau ministériel, mais qu'on souhaite malgré tout, qu'on souhaite porter. On se dit au fond, telle question, ça pourrait être pas mal d'en discuter à 27. D'ailleurs, c'est pas à 27, c'est toujours à 28, parce qu'il y a aussi toujours la commission qui est représentée, ce qui est normal, et c'est souhaitable, puisque c'est elle qui, comme vous le savez, a le monopole d'initiative législative dans l'Union européenne. Donc, ce secrétariat général de la présidence française qui est créé, donc il a ce rôle de faire en sorte que plein de réunions soient organisées pendant les 6 mois de la présidence, en lien avec le programme de travail du Conseil à Bruxelles, qui lui-même est décidé en négociation par notre représentation permanente, c'est-à-dire notre ambassade en quelque sorte auprès de l'Union européenne, qui est composée de 250 à 300 fonctionnaires venus de tous les ministères, et avec le secrétariat général des affaires européennes. Il existe un secrétariat général des affaires européennes qui, à Paris, fait la coordination interministérielle entre tous les ministères pour décider sur toutes les questions européennes. Quelle est la position française? Position française qui sera ensuite défendue à Bruxelles par notre représentation permanente. Donc, le secrétariat général des affaires européennes est une institution pérenne, située sous l'autorité du Premier ministre, et pour aider le secrétariat général des affaires européennes et tous les ministères à organiser toutes ces réunions, on crée un secrétariat général de façon qui a une durée de vie limitée. Ma mort administrative est fixée au 31 décembre. J'espère bien être parti sous d'autres cieux, mais ça, c'est pas notre sujet. Être parti sous d'autres cieux avant le 31 décembre. Voilà, je me retrouve le septembre 2020 à devoir coordonner la préparation de l'organisation avec un seul instrument, un budget de 150 millions d'euros pour les années 2021-2022, pour aider les ministères, pour permettre aux ministères d'organiser ces réunions. Donc la première chose à faire, c'est que j'ai une équipe, parce que je suis nommé, mais je suis tout seul. Alors il s'avère que j'ai eu la chance d'avoir très très vite, et même tout de suite auprès de moi, un conseiller maître à la Cour des comptes,
qui souhaitait ardemment être secrétaire général adjoint de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. D'ailleurs que je lui en suis encore aujourd'hui très reconnaissant. Je ne sais pas qu'on pu avoir un tel rêve dans la vie administrative, mais au fond, pourquoi pas. Et de fait, c'est assez amusant parce que quand on est fonctionnaire, on arrive, quand on est diplomate en tout cas, on arrive dans une structure, dans l'ambassade par exemple, on a toute une équipe qui existe, voilà, quand on est ambassadeur, on a des collaborateurs, quand on n'est pas, on a des patrons, des collègues, et on ne les choisit pas, on ne choisit pas leurs fonctions, on ne choisit pas ceux qui existent, etc. Là, c'était tout l'inverse. Il fallait que nous inventions ensemble cette structure. Et ce qui imposait donc, alors certes à partir du décret de création du secrétaire général, mais ce qui imposait de réfléchir en fonction dont nous avions besoin. Et très rapidement, c'était évident de voir qu'il y avait une fonction qui était celle du protocole stricto sensu, donc l'organisation des réunions, une fonction nécessairement de sécurité, parce qu'il allait falloir assurer la sécurisation de ces réunions, une fonction financière, parce que nous avions un budget de 150 millions d'euros, il allait bien falloir les dépenser de façon propre. Et enfin, une fonction de communication, parce qu'il n'y a pas d'activité politique ou diplomatique sans communication. Donc, j'avais assez rapidement vu l'organigramme avec ces 4 pôles. Donc, pour le pôle protocole, j'avais évidemment une collègue diplomate. Pour le pôle sécurité, j'ai donc recruté un sous-préfet. Pour le pôle de financier, administrateur civil du budget. Et pour le dernier pôle, nécessairement une contractuelle, puisque la fonction de communication n'est pas si fréquente, elle existe dans l'État, mais elle n'est pas instituée de façon aussi professionnelle, je dirais, ou en tout cas, elle n'est pas composée nécessairement de gens qui appartiennent à un corps, pas de corps de communicants dans l'État. Donc avec ça, nous avions donc, alors, chacun ensuite a constitué son équipe, mais l'idée c'était ensuite de pouvoir apporter au ministère un soutien, parce que les ministères, certes, attendaient une part chacun de nos 150 millions d'euros, mais il fallait que cette manne fût répartie de façon pertinente. Et donc, nous avons dû répartir, sur la base des demandes des ministères, cette manne, en fonction donc des priorités, donc des réunions qu'ils souhaitaient organiser. Le secrétariat général des affaires européennes, qui lui a la connaissance des priorités, justement, de ce que pouvaient être les priorités de la présidence française. Donc, pouvons nous dire, oui, telle réunion envisagée par le ministère des promenades en mer est pertinente, est en lien avec la présidence française, ou bien pas. Bon. In fine, nous avons donc réparti ce budget entre le mois d'octobre, de novembre 2020 et janvier 2021. Donc, nous avons réparti ces 150 millions d'euros entre l'ensemble des ministères, y compris la présidence de la République. Et donc, nous avons pu ainsi rassurer les ministères sur le fait qu'ils auraient les moyens de travailler. Puis ensuite, il a fallu aussi les aider à organiser, parce que, certes, le ministère des Affaires étrangères sait organiser des réunions internationales, c'est même son rôle premier, il fait ça tous les jours. Certains autres ministères savent plus ou moins faire, notamment le ministère des Finances, dans certaines mesures aussi le ministère des Armées, mais pour beaucoup de ministères, l'international, c'est pas quelque chose, et surtout l'organisation d'événements internationaux, c'est pas quelque chose qui est dans leur ADN. Et donc, il a fallu que nous nous efforcions de leur proposer, de leur indiquer comment on faisait et ce dont ils avaient besoin. Donc, pour organiser une réunion, il faut une salle de réunion, une salle pour un dîner toujours un peu social. Au départ, ils disaient dîner de gala. On a dit que le terme ne me paraissait pas très bienvenu, donc on a supprimé dîner de gala. Éventuellement, une sortie culturelle. Et donc, il faut des interprètes, il faut des hôtels, il faut des voitures, il faut des chauffeurs. Il faut aussi de la décoration, c'est-à-dire, au fond, une marque, donc un label, un logo, j'aime pas ce terme. L'État n'a pas de logo, l'État ne vend pas des chaussettes, donc il n'a pas de logo, il a un emblème, donc un emblème, une charte graphique aussi. Donc voilà, il a fallu tout un ensemble de choses
qui évite au ministère de se poser la question qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais avoir comme emblème, qu'est-ce que je vais avoir comme hôtel, etc. Donc on a passé des marchés publics nous-mêmes. Parfois, c'est nous qui les utilisons. Pardon, il faut aussi j'oubliais, des badges, évidemment. Donc voilà, une sorte de l'accréditation des journalistes, du public éventuellement, parce que parfois on a aussi organisé des codes. Bref, il y avait tout un tas d'éléments à faire. Donc nous avons passé des marchés publics avec des entreprises, on fait ça de façon la plus propre possible. Ayant un adjoint de la Cour des comptes, j'étais assez tranquille sur le fait que nous respecterions les règles et qu'il penserait aux règles auxquelles je pourrais ne pas avoir pensé. Et nous avons ensuite expliqué au ministère comment il fallait utiliser ces marchés publics lorsque c'était eux qui les utilisaient, ou bien comment ils devaient les utiliser via nous lorsque c'était nous qui payions directement. Et ça aboutit à ceci. C'est-à-dire que ça, c'est l'ensemble des textes que nous avons pondus en 18 mois. Et encore, là, je n'ai mis qu'un seul des marchés publics. Je n'ai pas mis les 4 ou 5 marchés publics que nous avons passés avec toutes leurs clauses administratives ou techniques particulières. Donc tout cela a été très utile. Et puis il y a un autre élément, c'est que une présidence, pour que ça marque, pour que ça réussisse, il faut évidemment que les négociations soient bien organisées, que les textes soient bien travaillés, que soient bien étudiés par les négociateurs, aussi bien à Paris qu'à Bruxelles. Mais ça, je dirais que c'est le b.a.-ba, c'est normal. Mais il faut aussi donc une sorte de décor. Et il s'avère que, outre donc tout ce que nous avons pu faire en France, il y a aussi une tâche qui revient à la présidence tournante, c'est la décoration des bâtiments du Conseil. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les bâtiments du Conseil à Bruxelles, ou même ceux de la Commission d'ailleurs, qui sont particulièrement peu accueillants, particulièrement peu, gais. Donc il y en a deux, l'un à côté de l'autre, qui sont l'un gigantesque hall de gare, qu'on appelle le Juste Lips avec je sais pas, 25 ou 30 mètres de hauteur sur le plafond, c'est énorme. Et ensuite il y a des centaines de salles de réunion, et l'autre juste à côté qui s'appelle l'Europe. Et il est de tradition que le pays en présidence assure la décoration des bâtiments du Conseil, et nous avons donc fait quelque chose de très très beau. On a, vous pouvez voir ça, voilà, ça s'appelle l'étoffe de l'Europe. C'est donc fait avec l'ensemble des drapeaux européens. C'est tissé en France, évidemment, avec donc on a fait un marché public avec des architectes, etc., qui eux-mêmes ont choisi ensuite, voilà, on a fait un concours très bien, et très, très propre d'un point de vue budgétaire. Et on a même, première fois dans l'histoire des bâtiments du Conseil, décoré les ascenseurs. Il n'y a pas de lieu plus sinistre qu'un ascenseur. Nous avons décoré les ascenseurs et il nous a été dit que la décoration dans les ascenseurs resterait, parce que, a priori, ça avait tellement plu que... Voilà. Donc, voilà, ça fait partie de ces petites choses, si vous voulez, mais qui coûtent d'abord un certain nombre de centaines de milliers, voire de millions d'euros, mais qui marquent aussi. Et anecdote, lorsque les Tchèques, qui remontent la présidence après nous, sont venus voir les gens du Conseil de l'Union européenne, puisqu'il existe une institution qui s'appelle le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, donc qui gère tous ces bâtiments. Lorsque les Tchèques sont venus voir le secrétariat général du Conseil au mois de janvier, je crois, de cette année, avec leur ébauche de projet, le secrétariat général du Conseil aurait dit aux Tchèques: écoutez, après ce qu'ont fait les Français, je pense que vous devriez revoir votre copie parce que ça n'est pas digne. J'ai vu ce qu'avaient fait les Portugais, j'ai pas vu ce qu'ont fait les Slovènes entre nous deux. Les Portugais étaient un an. Je veux dire que c'était facile de faire mieux que les Français. Donc, nous avons donc organisé aussi cela. C'est-à-dire que, vous voyez, une présidence, ça marque en fait par les résultats. Et du point de vue des résultats, effectivement, nous avons eu un certain nombre d'avancées, que ce soit sur le DNA, c'est-à-dire le Digital Market Act, donc la directive sur les marchés numériques, sur les marchés numériques, ou bien en matière environnementale, environnementale, qu'est-ce qu'il y avait, je ne me rappelle plus. Vous voyez, le problème quand on ne s'occupe pas du fond, c'est qu'on oublie tout de suite les véritables avancées. Mais il y a eu un certain nombre d'avancées comme ça, des choses que nous souhaitions
voire avancé, et qui ont effectivement progressé. Dans quelle mesure les réunions informelles que j'ai organisées, enfin, ou à laquelle, dont j'ai aidé l'organisation, ont permis ces avancées? Je suis évidemment incapable de le mesurer. Mais clairement, il y a eu une ambiance qui a été bonne. Alors, une présidence, il y a deux options. Soit on fait toutes les réunions dans un lieu unique. C'est ce qu'avaient fait les Finlandais, c'est ce qu'ont fait les Slovènes, c'est ce qu'ont fait les Croates, c'est ce qu'ont fait les Tchèques, c'est ce qu'ont fait les Portugais. Les Portugais étaient en plein Covid, donc les Croates aussi d'ailleurs. C'est ce que vont faire les Suédois. Voilà. Soit on décide que les réunions seront un peu partout dans notre pays, et donc voilà, auront lieu dans différentes villes de France. C'est ce que donc nous avons décidé, c'est ce qu'avaient décidé les Allemands, mais ils avaient le Covid aussi. C'est ce qu'ont décidé les Espagnols qui auront la présidence un an après nous. Donc, voilà, enfin 6 mois après nous, en juillet 2023. Donc il y a un choix. Donc le choix des autorités politiques a été celui de faire comme on avait fait en 2008, c'est-à-dire avoir une carte de France suffisamment répartie, enfin suffisamment franche pour qu'on puisse voilà, montrer la France à nos partenaires et l'Europe à nos compatriotes. Alors sur le deuxième point, je suis plus dubitatif, mais sur le premier, il n'y a pas de doute. On a une carte qui est assez vaste. On est allé à Brest, c'est là qu'on a commencé. On est allé à Lille, Lens, Amiens, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Montpellier, Grenoble, Nevers, La Rochelle, Strasbourg. Bravo. La capitale française de l'Europe. Voilà, absolument. Exactement, vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, l'une des instructions que j'avais, c'était de mettre un accent particulier sur Strasbourg, qu'il y ait donc plusieurs réunions strasbourgeoises. Malheureusement, 2 d'entre elles ont été transformées en visioconférence à cause du Covid, puisque nous avons été rattrapés par le Covid. Donc au mois de janvier-février. Donc voilà, en tout, avec toutes donc nous avons une vingtaine de villes de France. Alors, toutes ces réunions, au total, nous en aurons organisé 416. À moins que le président qui sera élu le 24 avril ne décide autre chose. Mais on en est à peu près 416. On pourrait monter à 420, 425, ça dépendra un tout petit peu des choix des ministres. Là-dessus, une grosse moitié, ce sont des réunions de nos fonctionnaires. Vous en avez 7 ou 8 qui sont du niveau du président de la République, dont le sommet qui a eu lieu à Versailles les 10 et 11 mars, qui a été quand même assez notable, parce que même si ce sommet, ça s'appelle un sommet informel, malgré tout, compte tenu de la situation, il a quand même incité à prendre des décisions, et peu après ce sommet, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises effectivement à Bruxelles lors de réunions extraordinaires pour décider des sanctions qui seraient prises contre la Russie. Et donc il y a eu des conseils tout à fait inattendus, enfin extraordinaires, qui ont eu lieu en matière agricole, en matière de justice intérieure, c'est-à-dire sanctions sur des personnes, d'interdiction de visa, etc., en matière économique et financière, évidemment, sur le blocage des fonds de telle ou telle banque, la sortie du système Switch de la Russie, enfin des banques russes, etc. Donc il y a eu un certain nombre de décisions qui ont pu être prises, et elles ont été prises au fond parce qu'il y avait eu un consensus qui était arrivé au niveau politique lors du sommet de Versailles, et qui nécessitait ensuite d'être appliqués, c'est-à-dire que des textes soient pris, et ces textes-là, eux, ne pouvaient être pris que de façon formelle, donc lors de conseils à Bruxelles, lesquels ne pouvaient qu'être extraordinaires puisqu'ils n'étaient pas prévus dans le calendrier. Donc, vous voyez, malgré tout, ces réunions informelles, le Conseil, le sommet de Versailles était prévu de longue date. Hein. Les dates étaient prévues depuis très très longtemps, depuis le mois de septembre, je crois même depuis le printemps de l'année dernière. On avait fixé la date du Conseil du sommet informel de chefs d'État et de gouvernement. Le lieu a été décidé plus tardivement. Mais en revanche, la date elle-même était connue. On ignorait absolument, évidemment, qu'il y aurait une guerre en Ukraine et que nous aurions des décisions politiques à prendre à ce niveau-là. Ça n'est pas complètement anodin, et c'est voilà, une chance que ce soit notre pays qui est sur la présidence, car même si le président de la République n'assure pas dans le droit la présidence du Conseil européen,
il est évident que le fait que ça se passe en France, à Versailles, et que le président Macron soit en face du président Charles Michel lors des réunions, ça a forcément une importance dans la dynamique qui est donnée. Je note entre parenthèses qu'on pourrait croire que les Russes le font exprès, puisque lors de la dernière présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui était au deuxième semestre de l'année 2008, la Russie avait envahi la Géorgie. Donc je préfère ne pas savoir ce qui se passera en 2035, mais d'une certaine façon, ça m'est un peu équilatéral parce que je serai retraité. Enfin, ça m'est équilatéral en tant que fonctionnaire, évidemment, en tant que citoyen, c'est évidemment un autre. Voilà, donc nous aurons organisé une petite centaine de réunions, une grosse centaine de réunions au niveau ministériel, certaines avec l'ensemble des États membres, certaines avec simplement ce qu'on appelle le trio, donc les Tchèques et les Suédois, certaines parfois juste avec un commissaire, certaines auront été simplement des colloques qui auront été ouverts par un ministre. Et puis on a organisé un certain nombre de colloques aussi, des conférences, etc., sur des sujets divers et variés. Les ministères profitant du fait que nous leur proposions 150 millions d'euros à se répartir pour faire avancer des débats sur des sujets qu'ils estimaient intéressants, utiles, pertinents, importants pour l'avenir de l'Union européenne, pour l'avenir de notre voix dans l'Union européenne auprès de nos partenaires, de nos 26 partenaires des autres États membres. Voilà, donc les Tchèques, les Suédois que je suis allé voir il y a 10 jours vont faire 150 réunions. Donc c'est un petit peu moins quand même que nous. On en avait fait plus de 500 en 2008. On a réduit, c'est pas mal. Je pense qu'on aurait pu réduire encore. On a aussi réduit le budget. Il était prévu à 170 millions d'euros. En fait, ils en ont consommé que 150, ce qui, en euros constants, ferait dans les 124, 125 millions d'euros. Donc, les 150 millions d'euros d'aujourd'hui équivalent à 124 millions d'euros. Les 170 millions d'euros d'aujourd'hui, les 150 millions d'euros d'aujourd'hui nous font un manque à gagner de 24 millions d'euros, pardon, autant pour moi, compte tenu de l'inflation. Donc il y a vraiment une sorte de mouvement général de l'ensemble des administrations pour faire en sorte que toute l'organisation soit exemplaire possible, qu'on montre à nos partenaires ce qu'est notre pays. Quand je me rappelle, j'étais à Rouen, c'était une ville que je n'avais pas citée, pour la visite des ministres chargés de la cohésion, et l'une des ministres avec laquelle j'ai discuté me dit quand on m'a dit que j'allais à Rouen, je ne savais pas où c'était, et je me suis demandé pourquoi, et puis il s'avère qu'elle a eu 45 minutes de tourisme dans la ville, ne manque pas de charme, et puis ils étaient au musée des Beaux-Arts de Rouen, que je vous recommande si vous ne le connaissez pas, voilà, magnifique. Donc, et en fait, ils se sont dit, oui, j'étais très content de venir à Rouen. Et donc, alors, quelques villes, peut-être que Lens ou Amiens ont un petit peu moins charmé, encore que la réunion à Lens avait lieu au Louvre-Lens, donc c'était pas mal. À Amiens, je ne sais pas si c'est allé chez les macarons chez Trogneux, mais enfin, en tout cas, ils étaient là encore au musée des Beaux-Arts, qui est très beau. Donc, bref, il y avait quand même, les ministres étaient quand même assez contents. Alors, Brest a moins charmé, alors encore qu'il ait fait très beau, au mois de janvier. Donc. Bref, tout ça pour dire que, encore une fois, les ministères essayent tous de faire en sorte que les réunions se passent le mieux possible. Mon rôle était évidemment que les ministères aient ces moyens d'organiser tout cela le mieux possible. Et que, in fine, on se retrouve avec des textes qui correspondent à nos objectifs politiques. Objectifs politiques que, encore une fois, je n'ai jamais définis, qui relevaient du président de la République, mais qui dépendaient aussi fatalement du moment où nous étions dans le programme de travail de la commission von der Leyen. Voilà, j'ai été très très long, je vous prie de m'en excuser. Si vous avez des questions, je suis prêt à tenter d'y répondre. J'ai sûrement oublié plein de choses très intéressantes d'ailleurs, peut-être d'autres qui sont moins. Mais... Comme il y avait la présidence française, on n'aurait pas pu repousser l'année de la France à l'Union européenne ou avancer
Pourquoi laisser? Parce qu'il va faire que 6 mois et si c'est pas le président, personne ne reprendra sur 6 mois. Donc, je trouve ça. Oui, la question s'est posée. Je ne sais pas si elle a été posée au président de la République. En tout état de cause, la décision n'a pas été de demander à la Commission, au Conseil et à nos partenaires d'intervertir. Ça n'est pas gênant. Nous l'avons déjà fait en 1995. Il y avait à l'époque un président en fin de mandat, avec un Premier ministre en cohabitation, qui présidaient tous les deux, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque de la cohabitation, le président de la République et le Premier ministre participaient au Conseil européen, ce qui était un petit peu baroque, ce qui a agacé d'ailleurs, je crois, nos partenaires, parce qu'eux-mêmes n'avaient qu'un seul siège, alors que nous, on avait 2 personnes. Et donc, nous avions un Premier ministre qui était candidat, tout en étant co-président, ou vice-président, si je puis dire, du Conseil européen. Et finalement, c'est un autre qui a été élu, puisque c'est Jacques Chirac qui l'a été. Et nous avons donc changé de président, qui a été à l'époque en plus de ça président du Conseil européen, au mois de mai. Ça n'a pas du tout empêché la France de continuer à travailler, les fonctionnaires français de continuer à travailler, les ministres de continuer à présider la réunion. Certes, ça n'était plus les mêmes ministres au mois de mars, au mois d'avril et ceux du mois de mai, ça en était de nouveau, mais voilà, ils ont continué à faire leur travail de président du Conseil des ministres, chacun dans son domaine de compétences. Donc, voilà, on peut estimer que ça aurait pu être mieux, c'est vrai, mais bon, voilà, au fond, ça existe, ça nous est arrivé à nous, c'est arrivé à d'autres. Les Croates, ils avaient leurs élections présidentielles quelques jours après la fin de leur présidence. C'est pas venu toucher directement. Les Suédois, ils ont leurs élections quelques mois avant. Et ils m'ont dit d'ailleurs, quand je l'ai vu, qu'ils n'étaient pas du tout sûrs d'avoir une coalition parlementaire, enfin une coalition gouvernementale définitive au 31 décembre. Je leur souhaite, hein, mais ça peut prendre plusieurs mois. Donc oui, la question peut se poser. En l'occurrence, je ne sais pas si elle l'a été. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc on fonctionne par trio. Allez-y. Non, Est-ce que allez-y. sur la taxonomie verte, il y a eu justement cette fenêtre d'opportunité sous la présidence Est-ce que je sais qu'il y a eu un acte délégué Alors, non, il y a pas. Je répète peut-être pour l'enregistrement la taxonomie verte, parce que vous êtes loin de micro. Ah oui, pardon, c'est vrai. Du coup, oui, je me demandais sur la taxonomie verte, est-ce que c'était un dossier où on a pu porter justement nos intérêts dans la mesure où le nucléaire a été intégré dans la catégorie des énergies vertes de transition? Est-ce qu'il y a eu finalement tout ce que vous avez expliqué en la matière, est-ce qu'il y a eu une influence ou pas? Alors, encore une fois, malheureusement, je suis très 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 mal placé pour vous répondre sur le fond de ce qui a été décidé. Sur la taxonomie verte, j'en sais à peu près autant que vous, peut-être même moins. Je crois savoir effectivement que la Commission a accepté de faire entrer dans la taxonomie. Il faut ensuite que le texte soit adopté au Conseil puis au Parlement. Mais je crois savoir que dans cette proposition, la Commission a accepté de considérer que l'énergie nucléaire, l'électricité produite par des centrales nucléaires, de la même façon d'ailleurs que l'électricité produite par les centrales au gaz, étaient des énergies de transition. N'est pas ce qui était une sorte de consensus, enfin le seul moyen d'arriver à une sorte de consensus avec les Allemands. Donc pour éviter, mais l'énergie nucléaire n'est pas considérée comme une énergie verte, mais comme une énergie de transition. Et donc la présidence pourrait... je ne sais pas si sur ce dossier-là, il y a encore des débats. Malheureusement, je ne peux pas vous le dire. Ce qui est d'ailleurs, je ne vous cache pas que c'est assez frustrant dans mon métier. J'ai déjà fait du protocole, donc m'occuper de la forme, je sais ce que c'est, et je trouve ça terriblement frustrant de ne pas m'occuper du fond. Quand on est diplomate, on aime bien s'occuper des deux, quoi. On ne fait pas de politique, on a l'impression qu'il nous manque une jambe. Est-ce que de votre point de vue, vous avez l'impression que le fait que la France ait la présidence est quand même un avantage pour le pays, alors que, comme vous l'avez dit, le rôle de la présidence est relativement limité dans la fixation de l'ordre du jour, s'harmoniser avec le trio, sur le fait qu'on ne défend pas vraiment nos positions en tant qu'État membre
Alors que normalement, dans la scène du Conseil, il y a bien deux personnes. Enfin, il y a le président là, et pour autant le représentant de la France. Oui, oui, absolument. Et il y a une forme, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'y aller beaucoup plus mollo sur la défense de nos intérêts, parce qu'on est face à la présidence pour dire qu'on peut, au titre de la présidence, avancer sur des sujets. Non, c'est pas. Dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que d'abord, comment dire, comme je vous disais tout à l'heure, on fait en sorte que les textes sur lesquels on a des intérêts très 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 défensifs, qui pourraient être présents soumis au Conseil pendant la présidence, faire en sorte de les passer à la présidence suivante. Et ensuite, sur les textes qui sont en négociation, on insiste sur ceux qui sont mûrs et qui vont dans l'autre sens. Le représentant permanent m'a dit qu'au 1er janvier, il y avait 250 textes en négociation. Donc vous pouvez être tranquille que sur les 250 textes, il n'y en a pas 250 dont la négociation sera achevée le 30 juin, ça c'est clair. Donc là-dedans, il fait avancer son équipe sur ceux qui ont été définis comme politiquement les plus importants. Et puis ensuite, lors des discussions, on n'oublie quand même pas non plus nos intérêts. Si vous voulez, on ne va pas faire en sorte que nos intérêts soient écrabouillés sous prétexte qu'on veut avoir un consensus. Parce que un État n'est jamais seul sur une position. Ça n'existe pas. Il y a toujours d'autres États qui partagent ces positions pour X ou Y raison. Donc, si vous voulez, pour en revenir à la taxonomie des énergies vertes, voilà, il y a des États qui sont profondément antinucléaires, mais vous avez tous les États d'Europe de l'Est qui sont à mort pour le nucléaire. Donc là, même si on est peut-être un peu minoritaire, je ne sais pas d'ailleurs si c'est le cas, peut-être qu'au contraire on l'est plutôt, j'en sais rien. Voilà, il y a toujours des coalitions. L'Union européenne, ça n'est fait que des coalitions. Et in fine, l'idée c'est que si on a une coalition un peu plus forte que celle de ceux qui sont contre nous, si je puis dire, eh ben, on arrive à forcer le consensus. Donc c'est un travail de négociation permanent. Et c'est pas parce qu'on est en présidence qu'on accepte de se faire marcher sur les pieds. On va faire en sorte que soit on n'arrive pas à un consensus et donc on passe à la présidence suivante, soit on arrive à un consensus mais qui va aussi quand même préserver nos intérêts. La seule chose, c'est que c'est la façon de défendre nos intérêts qui doit être un tout petit peu moins ferme. Une question là-bas. Oui, tout à l'heure, vous disiez que dans l'organisation, il y avait des différences d'ambition, peut-être de grandeur entre les États. Est-ce qu'il y a une sorte de corrélation avec l'ambition sur le fond des pays qui portent ou pas? Et est-ce que ça peut avoir aussi une influence sur la façon dont la diplomatie de pouvoir, l'intégration des groupes d'influence dans cette façon de mener la présidence? Oui, alors d'abord, il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que les petits États, évidemment, ne supporteraient pas de ne pas avoir la présidence, ça c'est clair. Mais ils aiment beaucoup quand ce sont les grands États qui ont la présidence. D'abord parce que nous avons beaucoup plus de moyens pour organiser nos présidences et que moi je ne pense pas que mes collègues suédois ou tchèques ou les ministres que j'ai pu rencontrer me l'ont dit uniquement pour me faire plaisir, ils ont été assez bluffés. En général, ils ont été assez bluffés par la qualité de l'organisation. Je parle uniquement de l'organisation. Ensuite, sur le fond, moi, je n'ai pas beaucoup de doutes sur la qualité de nos collègues qui sont, de mes collègues qui sont en poste à Bruxelles, que ce soit des collègues diplomates ou d'autres administrations. Je suis très, très, très certain que les dossiers sont propres et bien présentés et que les négociateurs font leur travail de façon correcte. Je crois même d'ailleurs que nos ministres se sont très bien comportés, c'est-à-dire que ce sont de bons négociateurs et voilà, ils ont fait le travail, ils ont fait le job très bien. Alors, est-ce que ça a un lien avec l'ambition? Oui, quand même, parce que quand on est un grand État, on a envie, surtout quand on est un grand État fondateur de l'Union européenne et qu'on a des ambitions sur le plan de l'Union européenne, qu'on a en plus de ça un chef de l'État qui a lui-même de hautes ambitions pour l'Union européenne, qui a une vision, etc., très géopolitique de l'Union européenne, très politique et très géopolitique de l'Union européenne, qui souhaite malgré tout que l'Union européenne prenne sa place sur la scène internationale.
c'est évident que ça tire d'une certaine façon la totalité du débat et la totalité des négociations vers l'avant. L'idée, c'est quand même d'arriver à chaque fois à des positions européennes sur des sujets où on ne l'attendait pas nécessairement. Sur les sanctions, si vous voulez, ça a été assez exemplaire. Hein. Alors, c'est un élément qui est très visible et très connu, voilà. Mais malgré tout, on est arrivé sans trop de difficulté à avoir des sanctions qui étaient en plus de ça adoptées à l'unanimité, même si parfois la majorité qualifiée aurait pu suivre, mais tout de suite, sans aucune difficulté. Alors que pour certains États membres, on le voit encore aujourd'hui, il y a des points sur lesquels on n'arrive pas à sanctionner la Russie. Mais voilà, au fur et à mesure des atrocités qui sont commises, on peut espérer que peu à peu, les taux se resserrent et que nos États voisins, qui est également voisin de la Pologne de l'autre côté, finissent par accepter certaines sanctions que pour l'instant la Chine a adoptées. Mais voilà, si vous voulez, on arrive quand même malgré tout à progresser parce qu'on est un grand État et parce qu'on fait impression, je dirais. Et c'est vrai que l'ambition qui se caractérise donc par cette étoile de l'Europe, par exemple, par c'est-à-dire une décoration un peu grandiose, mais aussi par les 30 villes de France où on a organisé des réunions ministérielles, des réunions qui ont été d'ailleurs souvent assez belles, je veux dire. Moi, je n'ai pas pu participer à toutes, évidemment, parce que le calendrier était très resserré. On a organisé la totalité des réunions ministérielles entre le 10 janvier et le 15 mars, 20 mars. Après, il y avait la période de réserve, puis ensuite, bon, on a 2, 3, 4 réunions ministérielles, mais pas grand-chose, qui auront lieu en mai et en juin. Ça marque aussi, et les Espagnols ont dit très clairement, nous, on ne va pas faire un truc dans un lieu unique, on va faire un truc dans toute l'Espagne, parce qu'on est l'Espagne, on est un grand État membre, on est la cinquième population espagnole, la quatrième population de l'Union européenne, je ne me rappelle plus avec qui la cinquième, je pense, population de l'Union européenne, donc on est fatalement, voilà, on a de l'ambition et on veut le montrer. Et c'est vrai que si on aurait pu faire, ça aurait été moins cher, hein, ça c'est clair, on aurait pu tout faire à Marne-la-Vallée, c'était juste à côté de Roissy, dans un hôtel, dans un hôtel Ibis, avec le même lieu pour toutes les réunions. Ça c'est clair, ça ne nous coûtait pas grand-chose, mais c'est pas ça que les gens attendent. C'est pas ça que les gens attendent. Et ça joue malgré tout sur ce que vous disiez tout à l'heure, la diplomatie de couloir. Ça joue aussi là-dessus et ça joue sur l'impression que au fond, nous avons de l'ambition aussi d'un point de vue politique. Et comme en plus ça vient avec une ambition politique qui est réelle. Jean-Cyr Darby, une question. Voilà, je vais mettre ma casquette de vieux Strasbourgeois. Je vous en prie, monsieur. Mais Strasbourgeois d'origine. Vous disiez au début justement que vous avez eu des recommandations d'autoriser un retour qui était possible des réunions sur Strasbourg. Qu'est-ce qui vous aura empêché, sachant que il y a des difficultés quand on Strasbourg face à certains opposants au siège européen, de faire plus de réunions, d'acter, je veux dire, mais un tiers des réunions forcément liées à Strasbourg? Alors, ce qui nous en. Un tiers, c'était vraiment trop, parce que l'idée, c'était quand même aussi de couvrir la carte. Au mois de. Bon, je ne vais pas dévoiler un secret, mais au mois de novembre, il y a une réunion à laquelle j'ai participé chez le président de la République. J'ai exposé au président de la République qu'il y avait. Sur les 13 régions métropolitaines, je ne parle pas de la Corse, il y en avait deux qui étaient oubliées. Et donc, in fine, le président a dit, bon, bah, écoutez, voilà, donc, il m'a donné l'instruction de faire en sorte que au moins l'une de ces deux régions ne soit pas oubliée. Puis en fait, la deuxième a pu également recevoir une réunion. Bref. Voilà, il y avait quand même l'idée qu'au maximum, on couvre la carte de France avec des villes, avec des réunions qui aient un petit peu de visibilité. Il ne faut pas non plus trop se voiler la face. Et en réalité, ces réunions, elles ne sont pas très, très visibles de la population locale. Voilà, alors il y a évidemment, je sais pas, les entrepreneurs locaux qui vont participer au montage des salles, ou que sais-je, il y a les hôteliers, il y a les restaurateurs éventuellement, mais c'est pas très très visible la population. Alors évidemment, il y a des mairies qui ont mis, je l'ai vu notamment à Montpellier, je me rappelle, mais qui ont mis des kakémonos dans les villes. La France accueille, enfin Montpellier accueille l'Union européenne, je me rappelle plus, bon, avec le logo, l'emblème de la présidence. Voilà. Donc il y a
il y avait quand même une volonté d'être l'emblème, c'est ça. Donc, je sais pas si on le voit mieux là. Là, voilà. Ah oui, oui. Alors, vous avez pu le voir ailleurs, moi je ne l'ai pas en plus. Ouais, c'est ça. Vous l'avez peut-être vu. Vous avez fait un appel d'offres pour créer ce... Alors, pas du tout. Il a été créé en interne à l'Élysée. Ah bah c'est très bien. Ah, ça c'est bien. Donc ça coûtait moins cher. Artisanal. Et j'avais en plus de ça l'assurance Des que ça créatifs. ferait au président de la République. Et ça m'évitait, si vous voulez, moi j'avais pas d'ambition. D'ailleurs, pareil pour les Top de l'Europe, ça a été dans le jury, j'avais mis quelqu'un de la présidence de la République, comme ça j'étais tranquille. Et donc en demandant à l'Élysée de faire le logo, l'emblème, j'étais tranquille que j'aurais pas fait un produit qui ensuite me serait retoqué par le président de la République qui l'aurait trouvé moche. Donc, moi j'avais juste besoin d'avoir un emblème qui soit accepté par le président et de l'avoir suffisamment à temps pour pouvoir ensuite faire des merveilles, les cadeaux, parce que j'ai oublié les cadeaux protocolaires. Voilà, bon. Hein, voilà, en grand, magnifique. Les sacs de course. Avec des sacs de course de toute beauté et extrêmement pratiques, en coton tunisien, bio-équitable, dégradable, je sais pas quoi. Vous avez aussi le meuble, je pense. Alors non, on n'a pas de meubles, on n'a pas de tasse, on a juste des crayons, pas celui-là, des crayons, des cahiers. Pour les ministres, on avait prévu aussi une bougie, plus, alors, deux choses complètement qui n'avaient rien à voir. Une bougie qui sont bonnes, parce que ça fait, je pense, bref. Et on avait inventé deux choses. La première, c'est ce qu'on a appelé un pass culturel, c'est-à-dire qu'on a fait un partenariat avec une vingtaine de musées de France qui ont accepté de proposer une invitation pour 2 personnes. Donc chaque ministre offrait à ses homologues donc un petit carnet, donc lequel il y a donc un petit carnet avec une description de chacun des musées. Donc il y en a au Havre, à Lyon. Il y a les Confluences à Lyon, il y a le musée Fabre à Montpellier, etc. Le ministre a une sorte de. Le ministre invité a une sorte de petit chèque, si je puis dire, pour 2 personnes qui donnent dans l'un de ces musées. Donc l'idée étant que de permettre à un ministre étranger de venir avec qui il veut visiter un musée qu'il ne connaît pas en France. Donc il y a évidemment le Louvre, Orsay, etc., les grands classiques, mais il y en a d'autres qui étaient moins connus, comme par exemple le musée Fabre, ou le musée, je ne sais plus comment il s'appelle, Malraux, je crois, au Havre, etc., ou le musée des Beaux-Arts de Rouen. Donc ça, c'était, voilà, ça faisait partie des cadeaux. Et puis ensuite, chaque ministère pouvait ajouter un petit panier composé d'objets de la région, de produits de la région où la réunion ministérielle se passait. L'idée étant que l'ensemble de tous ces objets, donc y compris ces petits trucs-là, ne coûte pas plus de 150 000 euros. Plus de 150 euros, pardon. Voilà, plus de 150 euros parce que c'est une règle imposée par la Commission. Enregistré, il sera diffusé. Vous aurez le droit de faire un montage. Plus de 150 euros, puisque c'est la règle de la Commission européenne, c'est que un cadeau offert, un commissaire européen ne peut pas se recevoir un cadeau d'une valeur supérieure à 150 euros. Donc il fallait que voilà, ça soit relativement limité. Mais voilà, les cadeaux, ça fait aussi partie de l'image qu'on donne. C'est vrai, moi j'ai reçu des cadeaux de présidence quand j'étais. Alors on n'a pas fait de cravate, ce qui était un truc assez traditionnel. On a décidé de ne pas faire de cravate. Bon. Les Finlandais n'en avaient pas fait. Enfin, les Finlandais n'avaient pas fait de cadeau du tout. Les Croates ont évidemment fait une cravate, c'est logique. Bon, ça. Les Allemands n'en ont pas fait. Les Portugais, je crois, en ont fait une, mais je ne l'ai pas vue. Les Slovènes non plus. Les Croates m'avaient offert la leur, elle est très réussie. Et donc, nous, on n'a pas fait de cravate. Je crois que les Tchèques, les Suédois, je ne me rappelle plus, je crois que les Tchèques vont faire une cravate. Enfin, bref. Donc, voilà, le cadeau, c'est. Alors, il y a beaucoup de choses dans ces présidences qui sont, ces présidences tournantes qui sont un amas de traditions qui sont quasiment impossibles à supprimer. C'est vraiment
comme le long d'une rivière où tout se... Ah, comment ça s'appelle Sédiment. Merci. Tout s'est sédimenté et du coup, on ne peut plus rien enlever parce que ça devient absolument... Moi, alors, je vous l'ai dit, je ne connaissais pas les traditions bruxelloises et j'ai été bluffé de constater que les réunions ministérielles informelles que nous organisions en France, on avait décidé de les interpréter en 5 langues. En français, puis anglais, allemand, espagnol, portugais. Mais, par tradition, les réunions informelles agriculture et JAI, c'est-à-dire justice affaires intérieures, sont interprétées dans toutes les langues de l'Union. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Et il y en a plein des traditions comme ça, plein. Et ce que j'ai compris, c'est qu'une tradition bruxelloise, c'est plus difficile à modifier que la Constitution américaine. Donc c'est invraisemblable. C'est-à-dire que vous faites... Alors, bon, vous supprimez la cravate, on vous regarde en vous disant « Ah ouais, vous êtes vachement moderne », ou bien au contraire, on dit « Ah bon, mais pourquoi quand même, c'est bien la cravate ». Et puis vous dites je vais enclencher quelque chose, je vais enclencher un mécanisme, quelque chose voilà, de révolutionnaire, je supprime la cravate, bah non, le suivant il en a bon, donc, alors c'est des détails, évidemment, on est d'accord, ça n'a pas une grande importance. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a cette tradition du cadeau, on pourrait très bien se dire qu'entre les États membres de l'Union européenne, c'est absurde, mais au fond, ça participe aussi de l'ambiance, de tout ce qui est l'informalisme, le caractère un peu nécessaire, au fond, de faire du lien. Jacques Laurent a une question. J'ai une question et un commentaire. Vous choisirez entre le commentaire et la question. Au cercle Colbert, on s'intéresse à la gestion des collectivités locales en France. L'univers assez lointain de celui que vous avez connu. Et dans l'univers des collectivités territoriales, il y a parmi l'opinion assez répandue qu'on subit en France une inflation normative. Donc une partie d'ailleurs vient d'une sorte de travers français qui consiste à surjouer la transposition des directives européennes. Je fais cette parenthèse. Donc en France, dans l'univers des collectivités locales, on se plaint d'une inflation normative. J'ai été frappé dans votre exposé sur le métier même, au-delà des aspects protocolaires, etc. Dans les indicateurs que vous donnez, indicateurs d'activité, si je parlais comme la Pixel, le nombre de réunions qu'on produit, le nombre de textes que l'on prépare, etc. Et ça m'a frappé, je ne parle pas du budget, mais ça m'a beaucoup frappé parce que je pense que si on avait parlé de cette matière dans une assemblée de maires ou des directeurs de collectivités, peut-être que les indicateurs auraient frappé ces gens-là en disant finalement, peut-on mesurer la bonne activité d'un service, donc le secrétariat général, au nombre de projets, au nombre de réunions, au nombre de textes qui sortent. Qu'est-ce que vous pensez de cette appréciation ou de ce commentaire? Alors d'abord sur l'inflation normative, je ne peux qu'être bien d'accord avec vous, c'est de toute façon un constat qui est très ancien. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors je ne vous ai pas donné les statistiques très précises. D'abord, je vais vous donner les statistiques de mon activité. Donc, j'ai dit 416 réunions, pour l'instant, on en a tenu sur 61. 7 événements avec le président de la République, 20 réunions ministérielles informelles, 66 conférences ministérielles, 17 colloques, 46 réunions fonctionnelles d'experts et 15 autres événements. Les autres événements, ça peut être par exemple des réunions qui ont lieu à l'étranger. Par exemple, vous avez une COP, une conférence des parties, pardon, d'une convention internationale sur le climat, par exemple, sur la biodiversité, qui va se dérouler à, je ne sais pas où, en Chine, je crois, la prochaine, bon, bref, sur la biodiversité. L'Union européenne, le Conseil de l'Union européenne, donc les États membres, ils sont représentés, ils sont tous présents, mais il faut assurer leur coordination, c'est-à-dire simplement réserver une salle, avoir... Donc le pays en présidence, il doit réserver les salles, prévoir les cafés, etc. Je ne suis pas début. Mais plus intéressant, c'est Bruxelles. À Bruxelles, depuis le 1er janvier, vous avez 1011 réunions qui sont liées au Conseil qui se sont tenues à Bruxelles. 3 conseils européens, un sommet Union européenne, Union africaine, 29 conseils des ministres, 36 Coreper 2 et 17 Coreper 1. Je vous expliquerai éventuellement plus tard après si vous souhaitez savoir ce que c'est que la différence entre le Coreper 2 et le Coreper 1. Le Coreper étant le comité des représentants permanents, c'est-à-dire des ambassadeurs. Alors, le Coreper 1 est celui des représentants adjoints, le Coreper 2, celui des représentants permanents, c'est-à-dire des ambassadeurs. Pourquoi l'un est le 2, celui qui est celui des ambassadeurs, et l'autre le 1, celui qui est leur adjoint, je ne sais pas, mais c'est comme ça.
920 groupes de travail et 38 trilogues, c'est-à-dire des réunions avec le Parlement pour arriver à un accord. Donc là, vous avez un indicateur d'activité qui est assez conséquent, assez consistant. Éprouvant. Alors eux, je dirais à Bruxelles, au moins, en théorie, ils arrivent à des réunions, à des décisions. C'est d'ailleurs leur rôle. Vous avez des réunions de groupe de travail, ensuite, s'ils se mettent d'accord, ça monte, enfin, qu'ils se mettent d'accord ou pas, il y a un moment où ça monte au Coreper, donc aux ambassadeurs ou leurs adjoints, sachant que l'ambassadeur, le représentant permanent et son adjoint n'ont pas les mêmes, ne couvrent pas le même champ d'activité. Voilà, chacun a ses filières. Donc, le représentant permanent, il s'occupe de la filière ECOFIN, de la filière affaires étrangères, etc., affaires générales. Et puis, le représentant permanent adjoint, il s'occupe de toute la filière environnement, industrie, tout ce qui est marché intérieur. Donc, vous avez ces discussions, ces négociations en groupe, et ensuite elles montent au Coreper. Et là, soit ils se mettent d'accord, soit ils ne se mettent pas d'accord. Ensuite, ça monte au Conseil des ministres, et là, les ministres soit adoptent sans débat parce que ça a été déjà adopté en Coreper, soit au contraire, il y a débat, etc. Et on ouvre les discussions. Je dis ça, c'est sûrement beaucoup plus compliqué que ça, mais comme je n'ai jamais été en poste à Bruxelles, je ne pourrais pas rentrer dans les détails pour vous expliquer tous les raffinements des procédures bruxelloises. Mais eux, au moins, je dirais, ils arrivent à une décision. Moi, les réunions que j'ai organisées, alors, je recommence, les réunions que le secrétariat général de la présidence française du Conseil européen a aidé à organiser. Je ne sais absolument pas, et d'ailleurs personne, je pense, n'est en mesure de savoir quel est leur rendu, leur résultat exactement. En diplomatie, vous savez, c'est pour ça que sans doute qu'on file ce travail à un diplomate de façon assez traditionnelle. En diplomatie, vous avez des tas de choses. Vous savez, quand vous faites des dîners, des repas, des cocktails, des rencontres, etc., vous ne savez jamais à quel moment vous allez aboutir à quelque chose qui va progresser, qui va faire qu'il y aura une décision, qu'il y aura un accord, qu'on sera mis d'accord avec votre homologue ou votre partenaire étranger quand vous êtes ambassadeur à l'étranger. C'est pas du concret. À Bruxelles, c'est une grande différence entre la diplomatie multilatérale et la diplomatie bilatérale. Dans le multilatéral, eux, je dis eux parce que moi j'en ai jamais fait de multilatéral, j'aime pas ça. Mais eux, ils arrivent à un texte. C'est-à-dire qu'au moment où, que ce soit aux Nations Unies, à Bruxelles, à l'OTAN, aux Nations Unies d'ailleurs, pardon, aux Nations Unies à Genève, à l'Union Européenne à Bruxelles, ou à l'OTAN à Bruxelles, etc., ou dans toutes les organisations internationales qui existent et où nous avons une représentation permanente, leur objectif c'est d'arriver à un texte. Donc, vous avez un texte, vous avez fini par obtenir un résultat. Il est visible, il est tangible. Alors peut-être qu'il est creux, peut-être qu'il est vide, ce texte, mais au moins vous avez quelque chose. Dans le bilatéral, signer un accord bilatéral avec un État étranger, c'est rare en fait. C'est pas si fréquent, on n'a pas forcément besoin. Vous faites de l'influence, donc je sais pas, vous distribuez des bons, vous n'avez pas beaucoup de. Un diplomate, c'est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Moi, je suis très très content, je fais partie des fonctionnaires qui n'ont strictement aucun pouvoir. Je ne juge pas, je ne note pas des copies, je n'arrête pas des gens, je n'édicte pas de normes, je ne prélève pas d'impôts, voilà, je ne fais que parler. Avec Ah non, je ne demandais pas ça. La question de Jacques, président du Cercle Colbert, et la réponse, je pense, va intéresser beaucoup les auditeurs et les habitués du Cercle Colbert qui sont issus principalement des collectivités françaises, notamment des municipalités. Je pense que ça sera instructif et édifiant. Alors, pour en revenir à donc, le lien avec votre question, effectivement, qui portait quand même d'abord là-dessus, moi je n'ai effectivement pas du tout de connaissance, de lien particulier avec les collectivités territoriales, dont j'ai vu l'action extérieure uniquement quand j'étais en poste à l'étranger, qui d'ailleurs parfois extrêmement utile et très, très souhaitable, qui est souvent un peu le parent pauvre, il faut bien le dire, et qui est souvent trop lié à des personnes. C'est-à-dire que vous avez, je parle notamment quand il y a des jumelages, ce genre de choses, vous avez des liens qui sont créés parce que vous avez deux personnalités qui sont bien entendues, et puis ensuite ça se débite. Mais j'ai vu malgré tout, surtout quand j'étais au Burkina Faso, en Bulgarie, il y avait un
jumelage entre la France, entre une commune française et une commune bulgare. Au Burkina Faso, il y en avait beaucoup plus, et il y en avait qui duraient longtemps. Et là, c'est parce qu'on a fini par créer du lien humain, parce qu'il y a eu des lycéens, parce qu'il y a eu des ONG, parce qu'il y a eu, etc. Et c'est une activité qui, en général, n'est pas très, très onéreuse, mais qui est alors j'en profite, je sors complètement mon métier des UPFUE. Donc, c'est une activité qui est extrêmement utile, justement en termes d'influence, en termes de... voilà, c'est la société civile, au fond, qui vient... alors, c'est un petit peu plus... C'est une société civile organisée, je dirais, c'est pas... voilà, c'est quand même représentant d'une collectivité territoriale, que ce soit une mairie ou un conseil régional, départemental. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment de l'influence, et ça a beaucoup de sens, quoi. Et ça donne une image autre que celle que une ambassade, des diplomates peuvent donner, qui sont toujours un petit peu taxés d'être la voix de leur maître, ce qui est normal, parce que c'est notre... Pardon, J'avais une question. Ça fonctionne, les présidences par triumvirat, par trio. En l'occurrence, là, c'est la France qui commence un nouveau cycle. Comment se passe la transition avec le triumvirat précédent pour ne pas qu'il y ait pas que ce soit heurté en fait, dans le suivi, la continuité, concrètement dans le fonctionnement? Alors non, il n'y a pas de tuilage. Alors d'abord, il y a une chose qui se fait assez fréquemment, c'est des échanges de diplomates ou des échanges de fonctionnaires. Pas forcément dans les représentations permanentes, mais dans les capitales. Donc nous, je crois au Quai d'Orsay, il y a 1 ou 2 fonctionnaires tchèques et suédois qui sont dans la direction de l'Union européenne. Parfois, il peut y en avoir aussi dans le cabinet du secrétaire d'État. Ce n'est pas le cas, je crois, actuellement. Du secrétaire d'État aux affaires européennes, pardon. Donc ça, c'est une chose qui est assez utile et intéressante. Nous avons actuellement un diplomate français qui est en poste au service du Premier ministre tchèque, qui parle tchèque évidemment, donc auprès dans le service du Premier ministre tchèque qui s'occupe de la présidence tchèque, qui est depuis 18 mois maintenant. Donc voilà, ça crée un lien, ça permet de faire du bien plus facilement. Il y a évidemment tout l'informel à Bruxelles, c'est-à-dire que le représentant permanent tchèque, le français et le suédois, ils se reconnaissent, ils se rencontrent, et de la même façon, les fonctionnaires des représentations permanentes se connaissent, se rencontrent, discutent entre eux, etc. etc. Il n'y a pas de passage de flambeau véritablement, enfin, si formellement, c'est-à-dire, enfin, alors là, franchement, c'est franchement très, 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 très protocolaire, et très formel. Lors des réunions du Conseil des ministres, donc lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, je ne sais pas, de l'agriculture, hop, il se repasse je ne sais pas ce que c'est, une sorte de bâton de maréchal, d'après ce qu'on m'a dit, je n'ai pas lu. Voilà, tiens, voilà, maintenant c'est à ton tour, ciao, etc. Et pareil dans les différentes formations du Conseil. Donc voilà, c'est un peu. Mais il n'y a pas vraiment comment dire, à part ce geste symbolique, il n'y a rien d'organisé. Donc c'est en gros aux présidences de s'organiser elles-mêmes, aux présidences du trio, s'organiser elles-mêmes pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Ma question portait en fait sur le trio précédent. Ah, pareil. Sur la. D'accord. Je sais pas qui était avant. Oui, avant c'était les Slovènes, les Portugais et les Allemands. Bon, il faut voir que le trio, c'est quand même un truc qui n'est pas forcément hyper pertinent. Enfin, je ne dis pas que ça n'a aucun sens, croyez-moi. Mais, comment dire, la vie reprend toujours ses droits. Donc, vous avez beau programmer sur 18 mois un programme de travail, en réalité, les négociations vont faire en sorte que elles avancent pas forcément au rythme voulu. Vous avez tout simplement le fait que vous avez des crises internationales qui font que votre agenda, votre ordre du jour, il explose, il change complètement, que vous avez des priorités nouvelles qui arrivent. Vous voyez, en matière de santé, là, typiquement, on n'imaginait pas avoir des avancées en matière de santé sous notre présidence. On en a eu. Il y en a eu d'ailleurs sous la présidence allemande, pardon, sous les présidences slovènes et portugaises et slovènes pour sous la présidence slovène, les achats de vaccins, etc. Enfin, non, c'est la présidence allemande, les achats de vaccins. Voilà, donc vous avez quand même un certain nombre de choses qui avancent parce qu'on est obligé, indépendamment du programme
souhaité. Donc c'est bien, ça permet de se fixer un cadre, mais tout sujet légal par ailleurs, ça me rappelle la formule que je m'étais fixée à la fin de mon temps au protocole. Au fond, le programme d'une visite, on le connaît une fois que la visite est terminée. Parce que bon, vous avez beau avoir des horaires, etc. Bon, bah, voilà, la vie reprend ses droits, et donc il y a toujours des changements. Donc là, c'est un petit peu pareil. C'est logique. J'en ai une autre. Ils sont pris. Le protocole, c'est comme le ménage, on sait à quoi ça sert quand ça n'a pas été fait. Voilà, c'est ça. Pas mal aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait rêver. Ouais, j'avais pas pensé à ça, mais c'est pas mal. Métier de l'ombre, hein, je l'ai dit. Hein. On se rend compte que ça marche pas, le protocole, quand ça marche pas. On se rend compte que ça existe quand ça marche pas. C'est ça, c'est pareil. Ça existe des chefs du protocole qui sautent parce qu'il y a eu un loupé. Un conseiller technique qui a fait une note nulle, Ça se voit pas. j'exagère un petit peu. Enfin, il ne va pas sauter uniquement parce que c'est noté nul. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Vous allez reprendre un poste? Ah, écoutez, si je le savais, j'en serais heureux. En principe, oui. En principe, oui. Ah, bah, après l'été, quoi. Dans cette pièce, on peut toucher beaucoup de bois. Donc, je vais toucher beaucoup de bois ce soir. Et s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut continuer la discussion autour d'un verre dans la pièce à côté. Et on vous remercie beaucoup pour cette intervention. Merci de votre invitation, en tout cas, dans ces lieux vraiment très beaux. On regrette qu'il n'y ait plus de demi-mondaine. Non, courtisane. Demi-mondaine. Oh, ça va être la même chose. Oui, c'est à peu près pareil. Voilà, c'est ça. Alors, je ne vais pas parler du tout de la com, mais bon. Voilà. Le tote bag. Bah oui, le tote bag, c'est important le tote bag. Bah, ouais.